Causerie en air. Avec Catherine Laurence, Philippe Reltien, Alain Le Gouguet et Jean-Marc Prince. Bonsoir, nous sommes ce soir avec trois anciens de Radio Andorre, enfin deux anciens et demi parce qu'il y en a un qui n'était pas tout à fait à Radio Andorre. C'était Catherine Laurence que vous avez sur votre gauche. Il y avait Philippe Reltien qui était aussi à Radio Andorre et puis le conjoint de Catherine Laurence qui était pas loin de Radio Andorre puisqu'il était dans la même rue, pratiquement en face à la Dépêche du Midi. Mais tous les trois ont eu quand même l'occasion de travailler avec d'autres dirigeants de Radio Andorre dans leur carrière professionnelle. Donc déjà, je vous dis bonsoir à tous les trois. Vous êtes donc réunis à Paris, c'est bien ça? Oui, en effet. Voilà. Et vous habitez tous les trois Paris? Tous les trois dans le 15e. Tout près. Bon, donc depuis Radio Andorre, vous vous êtes jamais quitté de vue, si j'ai bien compris. Quasiment. Mais c'est vrai parce que nos carrières ont été parallèles. En fait. Oui, vous avez eu des carrières surtout à Radio France, je crois, si je me trompe pas, Yes. et les uns et les autres. Ça, c'est un point commun entre vous trois. C'est une longue carrière à Radio France. Philippe s'est éloigné un peu de temps en temps puisqu'il a travaillé à Madrid pour Radio France, il a travaillé Oui. à Washington, il a travaillé à Pékin. Ouais. Et donc, on ne pouvait pas le voir à ce moment-là, évidemment. Mais on se parlait beaucoup parce qu'on travaillait ensemble. Oui, parce que chacun a un poste et un rôle différent. Donc, c'est ça qui est intéressant et qui explique pourquoi on a de la joie à se réunir ensemble parce qu'on n'a rien à se reprocher. Oui. C'est vrai. Oui, il n'y a pas eu de relation hiérarchique entre vous non plus. Il n'y a pas un qui était un peu, mais pas vraiment, quoi. En tout cas, pas de cadre dans le placard. Non, mais c'est surtout qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Comment voulez-vous qu'il y ait des cadavres alors qu'on se connaît depuis toujours? Alors, vous vous connaissez depuis quelle année? Racontez-moi tout. 78. Voilà. 78. J'étais enceinte de mon fils. Je travaillais à Radio Andorre. Et Gilles Marquet, le directeur de la radio, m'a demandé de trouver celui qui pourrait me remplacer pendant mon congé de maternité. Et par un ami commun, j'ai présenté Philippe à Gilles Marquet. Et c'est comme ça que Philippe est arrivé à Toulouse pour me remplacer pendant mon absence. D'accord. Mais tu venais de quelle région, Catherine, alors? Moi, je venais du sud-ouest, je venais de Toulouse. Mes parents, j'ai eu mon bac à Montauban. Et donc, je suis quand même de cette région-là depuis toujours. Mais par contre, tu n'as pas fait d'école de journalisme à Toulouse? Non, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Ah, il n'y en avait pas. Donc, la plus proche, c'était Tours? Oui, il y avait Bordeaux, s'il y avait l'UT de Bordeaux et l'UT de Tours. C'était la 5e école reconnue par la profession. Voilà. Il y avait Paris, bien sûr, mais mes parents, ils ne voulaient pas me lâcher après mon bac, toute fragile, en venant de Montauban, Tarn-et-Garonne. Ils ne voulaient pas que je me retrouve à Paris. Bordeaux, moi, je trouve que c'était un peu près d'eux. J'avais envie de vivre ma vie un peu. Donc, Tours, c'était une bonne solution. Voilà. Très bien. Alors, qui était à Tours aussi? Moi. Et nous nous sommes rencontrés à Tours tous les deux. Ah oui. Donc, pour le meilleur et pour le pire, si j'ai bien compris. Surtout pour le meilleur. Ça va faire 50 ans, ça fait 51 ans que nous sommes ensemble. Ouais. Mariés depuis 49 ans, 50 ans. Ça laisse rêveur. Hein. Bientôt. Voilà. Vous êtes mariés à l'époque de Radio Andorre, si je comprends. Exactement. Juste avant, en 76, septembre 76. 76. Il y en a eu des mariages à Radio Andorre, c'est incroyable. Sûrement. Bon. On était très jeunes et c'était l'âge où on se rencontrait. Et Philippe, lui, c'était pas Tours, Philippe, c'était le Grand Est. Alors, moi, c'était Strasbourg. Ah ben voilà. Mais c'était en 75, la sortie de... L'été 75, la sortie de Strasbourg. Et c'était une école de journalisme à Strasbourg aussi, alors? Ah oui. C'est une grande école. C'est le QEJ. Et donc, on y apprenait toute l'austérité et la justesse du bon mot français et de l'histoire de France quand les Russes étaient à 500 km de la frontière. Oui, oui, c'est vrai qu'à cette époque, ils n'étaient pas loin. Bon. Non, mais... comme quoi, on rejoint toujours l'actualité à un moment donné. Ça nous perd pas. Et tu n'étais pas originaire de Strasbourg, si je me souviens bien, tu étais lorrain comme moi.
je suis né à Thionville, mais en fait, j'ai grandi en Franche-Comté. Voilà. Ah donc, oui, d'accord. Je prenais le train en blazer. Ma maman m'avait acheté un blazer pour que je puisse aller à l'université. Et j'ai rencontré le monde et beaucoup de gens que j'ai revus ensuite à l'université. Et parmi eux, un garçon qui m'a beaucoup aidé, qui est martiniquais, qui s'appelle Maurice Nagou, qui, dans la rue Saint-Lazare, m'a entendu. Donc, toute la radio, c'est le son, c'est l'oreille. Bien sûr. Il m'a entendu vendre des cravates de luxe sur le trottoir en face du passage du Havre. Oui. Et c'était un des petits boulots que je faisais, que mon père me permettait de faire. Et il m'a dit, mais écoute, au bout de la rue, il y a les studios Montmartre. Et là, il y a un type qui s'appelle Guy Noël qui essaye des voix. C'est comme ça que c'est un grand de la radio, ça. Ouais. Un grand, je ne sais pas. Parce que... si, Guy Noël a fait une immense carrière avant-guerre déjà. Ouais. Ah, peut-être. Il était à Radio Cité. Si, c'est vraiment un grand de la radio. Oui. Non, Et puis ensuite, il était dans les Caraïbes après. Oui. C'est ça. Donc, après, c'était un pirate des Caraïbes, quand même, Guy Noël. C'est ça. Avec un œil de verre qu'il essuyait devant les gens. Tout à fait. C'est vrai. Avec qui il discutait d'augmenter, surtout de ne pas augmenter les salaires. Bon, mais voilà. Et il n'empêche, c'est grâce à lui. Et grâce à. Je me souviens, c'était bien fait par l'entretien. L'essai, c'était sur une dépêche, c'était sur le tabac, la loi Veil, voilà. Et donc, je devais écrire et parler. Et donc, j'ai été. Ouais, donc c'était pour une annonce, quoi. Voilà. C'est quand même curieux, hein. Comme c'est lié à peu de choses, un devenir professionnel, vendre des cravates sur un boulevard, et puis pouf, et pour Catherine faire un beau sourire au directeur de Radio Andorre, et puis voilà, on est embauché. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué, je crois. Ça, c'est sûr. Ça l'est, ouais. Bon, notre émission est aussi musicale, donc je vous ai demandé de faire la programmation musicale, ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, parce que dans vos métiers de journaliste, on fait rarement de la programmation musicale, si je ne me trompe pas, donc c'est peut-être la première fois que vous faites une programmation musicale. On va commencer peut-être par Catherine, honneur aux dames. Catherine, tu as choisi comme premier disque un disque des Bee Gees, je crois. Oui, parce que ça me rappelle cette année-là, ça devait être en 77, que j'étais à Radio Andorre, et Gilles Marquet me dit... nous sommes invités ce soir dans la plus grande boîte de nuit de Toulouse parce qu'il y a un film qui s'appelle Saturday Night Fever qui sort, qui va faire l'événement avec un type qui s'appelle John Travolta qui danse comme un fou sur la musique des Bee Gees, et c'était Saturday Night Fever.
Causerie en air. Avec Catherine Laurence, Philippe Reltien, Alain Le Gouguet et Jean-Marc Prince. Alain, alors toi, par contre, tu n'as jamais travaillé à Radio Andorre, sauf, je crois, tu nous avais dit ça dans une petite émission que nous avions enregistrée pour Nouvel An, que tu avais fait juste un reportage, je crois, pour Radio Andorre, mais à part ça, ta première radio après Radio Andorre, c'était quoi alors finalement? Bon, ma première radio, c'était Radio Toulouse, puisque je travaillais à la Dépêche du Midi. Et la Oui, Dépêche du Midi avait récupéré au moins le titre de cette radio qui avait été la propriété de Jacques Trémoulet, Trémoulet, ouais. voilà, Mhm. qui était lui-même le patron historique de Radio Andorre. Et on demandait aux journalistes qui étaient plus habitués à la plume qu'au micro de venir en studio et présenter les infos. Ouais, Et un ouais. jour, mon tour est venu, je me suis retrouvé là, Mhm. et il y a un moment où je me suis planté sur une brève qui concernait le Tour de France, et là, ça a été une horreur absolue. J'avais l'impression que ma chaîne avait sauté. Je faisais des grands gestes aux techniciens derrière pour qu'ils lancent quelque chose, mais ils me laissaient me dépatouiller avec la catastrophe. Et ça a été ma première vraie expérience radio. C'est terrible. Moi, je l'écoutais à la maison Oui. et je m'enfonçais par terre. J'avais l'impression que j'allais passer à travers le parquet tellement j'étais mal pour lui. C'était terrible. Ouais. Et sinon, j'avais juste fait un micro avec, je crois que c'était avec Jean Edernalier, parce que Gilles Marquet me l'avait demandé, j'ai fait ça à titre gracieux. Ouais. Et ça, c'était pas difficile, hein, poser deux, trois questions en Mhm. prenant le micro en le tenant comme une sucette, c'était bon, c'était plus facile. Et donc, lorsque Gilles Marquet m'a proposé de quitter la presse pour la radio, de façon à créer Radio Côte d'Azur à Nice, une des radios Oui, locales de Radio France. J'étais oui. un peu surpris quand même. Je savais qu'il voulait Ah, il n'avait pas écouté. continuer à travailler avec Catherine, mais avec moi, ça me paraissait quand même un peu osé de Ouais. sa part. Et finalement, il m'a fait confiance. Les débuts n'ont pas été si faciles que ça, Bah, parce on que apprend passer d'un tous le genre à métier, quoi, l'autre. hein. Ouais. Et puis, je suppose que j'ai fini par m'y faire, parce qu'après, France Inter m'a accepté un petit peu dans tous les compartiments du jeu radiophonique. Mhm. Donc, j'ai dû apprendre, certainement. Ah, vu la carrière radiophonique que tu as fait après, bon, je pense qu'effectivement, tu as été à la bonne école sur le terrain, quoi, hein. Voilà. Ouais. Mais c'était Radio Andorre, c'était un peu ça aussi, hein. C'était une école de radio avant tout, parce que c'est souvent des gamins de 20 ans qui étaient embauchés et puis Ouais, qui c'est faisaient ça. leur premier pas devant un micro, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio libre encore, hein. C'est que dans les années 80 qu'elles sont apparues, quoi, hein. Donc là, évidemment, Et c'était très artisanal. C'était à la fois professionnel et artisanal. oui, c'est ça, ouais. Ouais. Mm. Bah, c'est un bon côté, ça, hein. Ah C'est un oui, bon Ouais. côté parce on on est garde un proche, en très fait. bon Il y a souvenir. un mélange de générations qui permet quand même aux anciens d'accueillir des petits jeunes et puis de leur apprendre le métier, ce Ouais, qui se fait beaucoup moins aujourd'hui parce que les choses ouais. sont beaucoup plus compartimentées, quoi, hein. Mm. Ouais, et puis l'exigence est immédiate, alors qu'à l'époque, nos patrons, enfin Gilles Marquet en l'occurrence pour en ce qui me concerne, il était beaucoup plus conciliant. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Donc Ouais. même si je remettais pas mon reportage en temps et heure Oui, il exactement, n'y avait c'était pas pas mort très d'homme, quoi. grave. Mm. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Ouais, Dans bien une sûr. grande radio nationale, c'est pas du tout le même enjeu, évidemment. Alors, Gilles Marquet, on m'en parle souvent. Donc là, finalement, c'est lui qui vous a quelque part réunis les uns et les Ouais. autres, hein, si j'ai bien compris. Bon, il est malheureusement plus parmi nous aujourd'hui, mais j'en entends tellement parler encore tous les jours quand j'interroge les anciens de Radio Andorre. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer deux fois. Bon, j'ai jamais travaillé avec lui, je l'ai rencontré deux fois à Paris, mais longtemps après Radio Andorre, hein, dans les années 90. Donc effectivement, j'ai vu un petit peu la personnalité de cet homme qui était d'un contact vraiment très agréable. Je pense qu'il devait être exigeant aussi peut-être dans le travail. Enfin, je ne sais pas comment vous le décririez, Gilles Marquet. Quel souvenir vous en gardez d'un point de vue professionnel? Moi, je dirais prudent, parce que moi, Prudent. j'étais la bleusaille quand j'arrive à Toulouse. Et donc, il a vraiment fait un pari sur un casse-cou qui aurait pu provoquer une catastrophe. Et donc, il a vraiment été prudent dans l'approche. C'est-à-dire qu'au lieu de me demander tout de suite de faire des choses difficiles, euh, comme, je ne sais pas, par exemple, de l'improvisation au micro ou bien un commentaire de rugby, parce que le commentaire de rugby, quand tu es à Toulouse, c'est quand même un truc essentiel. Mais il a quand même réussi
à m'envoyer à Parme, en Italie, pour faire un commentaire. Donc, c'était vraiment un test grandeur nature qui faisait un commentaire en semi-direct d'un match de handball entre Toulouse et Parme. Et donc, c'est là qu'il pouvait juger parce que, bon, j'étais quand même coincé parce qu'il fallait que je sois en direct au téléphone sur le score et je connaissais absolument rien au handball, ni aucun nom d'aucun joueur. T'imagines, au rugby, ça aurait été une cata, mais totale. Et donc, il était prudent. Et moi, j'ai trouvé que, au début, je trouvais que j'avais rien à faire parce que je me faisais un peu bisuter par les gens qui étaient là, puisqu'il n'y avait pas de Catherine, il n'y avait pas d'Alain, il n'y avait pas de Christian Guiard. Il y avait juste seulement Jean-Jacques de Bézy avec ses bretelles et sa chemise rose toujours impeccable. Et puis Marseille, Robert Marseille. Robert Marseille, oui. Robert Marseille à la technique. Et en fait, j'ai au début plutôt exploré les bistrots de la rue Bayard. Il paraît que Robert Marseille aimait bien prendre l'apéro. Plusieurs fois par jour, ouais. Moi, j'ai pas du tout connu ça. Hein. Moi, j'étais une jeune femme sérieuse, je travaillais. C'est vrai? Je n'allais pas boire les pots avec les garçons. À l'époque, oui, c'était réservé aux hommes, l'apéro. Hein. Ouais. Heureusement, les temps ont changé. Et petit à petit, il a compris que ça y est, je pouvais travailler comme Catherine, et il m'a remis les clés de la Simca 1100. Donc, ma voiture. Oui, parce on m'a toujours précisé. Attention, c'est la voiture de Catherine. Ah bah et oui, vous avez tous raison de préciser, c'est la voiture de Catherine. Bon, c'est le scooter d'Alain, on racontera plus tard. Mais ils avaient raison. Et donc, petit à petit, les reportages sont faits localement, mais bon, pas d'un intérêt géant. Et puis, sont arrivés plus tard, c'était en 79, on en reparlera sûrement, c'est du contexte. On est en mai 79 dans les élections européennes. Et là, Gilles Marquet fait preuve de flair. Il se dit, les temps changent. Et c'est vrai, les temps allaient changer. Giscard allait venir à Mazamet et parler d'Airbus, du Grand Sud-Ouest, etc. Et il s'est mis à me demander à aller à Paris à faire des personnalités. Et là, moi, j'aurais jamais fait ce qu'il a fait parce que je suis allé rencontrer Edgar Faure qui venait de sortir un bouquin qui sortait de l'Assemblée nationale. Il était président de l'Assemblée nationale à l'époque. Voilà. Et il devenait académicien, c'était fini. Oui. Je l'avoue aujourd'hui, j'ai honte. Mais je n'ai pas lu le bouquin. Donc, je suis allé rencontrer Edgar Faure, voilà. Comme d'ailleurs plutôt Aimé Césaire de 6 ans plus tôt à Fort-de-France, sans avoir lu du Edgar Faure ou sans avoir lu du Aimé Césaire. Il n'y avait pas de Wikipédia à l'époque. Oui, bah oui, c'est évident. Voilà. Donc, la catastrophe aurait pu arriver, elle n'est pas arrivée. Bon, aujourd'hui, les gens ne lisent pas plus les livres. Hein. Ils ont Wikipédia, c'est vrai. C'était un homme qui faisait confiance aux gens, qui les rassurait, qui les stimulait. On n'avait pas envie de le décevoir. Donc, même si on était inexpérimenté, on faisait le maximum pour amener des choses. Pour le satisfaire. Et d'autant plus qu'on avait de la chance parce qu'on était à Toulouse, il se passait quand même des gens, les gens passaient à Toulouse quand même, des gens importants. Bien sûr. Et comme il y avait très peu de radio, forcément on était au premier rang quand même. Il y avait Sud Radio et Radio Andorre. Comme ça, moi à 23 ans, je faisais Jacques Chirac, comme Je te pousse. Enfin, c'était Giscard dans le Grand Sud-Ouest que j'ai suivi pendant tout son voyage. Enfin, c'était improbable, c'était incroyable. C'est un homme qui sentait quand même bien son époque parce que Philippe parlait des élections européennes, il sentait bien l'Europe. Je pense qu'il était profondément européen, déjà. Et il avait bien senti autre chose, c'est l'écologie, la protection de l'environnement, puisqu'il avait créé une émission dont il avait confié la direction à Catherine. Qui s'appelait Radio Verte. Radio Verte. Ça, c'était au moment où Golfech allait ouvrir. Et il y avait des tas de manifestations à l'époque assez violentes contre la centrale nucléaire de Golfech. Et donc, moi, je passais mes week-ends à aller couvrir les manifs contre Golfech avec les gaz lacrymaux que je me prenais dans la figure. Je me retrouvais au fond des fossés. Enfin, c'était
c'était déjà presque du grand reportage. Hein. Oui, c'était du reportage. Oui. Voilà. Et il y avait aussi le Larzac avec les grandes manifs de Lanza del Vasto. Il se passait des contre le camp militaire, quoi. Exactement. Voilà. Donc, je peux dire, parce que j'ai fait un peu de recherche là-dessus, en dehors des petites radios libres, je dirais écologistes, sur les ondes des radios périphériques et même du service public, je crois que cette émission Radio Verte a probablement été, à ma connaissance, la première émission vraiment consacrée à l'écologie sur. Ça ne m'étonne pas parce que c'était très tôt. Hein. On faisait ça, c'était en 78, quelque chose comme ça, 79. Oui, c'est ça, oui. Avec Sacinka, on sent. Voilà, avec Macinka, on se sent. Il y avait écrit Radio Andorre en énorme sur la portière. Sur les qui a transporté qui plein de gens, tout le monde. Entre autres célébrités Charles Aznavour, Céron, Sylvie Vartan. Johnny. Ah non, Johnny n'était pas là. Non, mais enfin, des tas de. Patrick Hernandez, J'allais les chercher à l'aéroport et je les ramenais au studio. Bon, on va continuer notre petite conversation, mais on va quand même passer un petit peu de musique. Donc, le deuxième disque de cette émission, c'est Balavoine. Alors, qui a choisi Balavoine? C'est Alain, je crois. Hein. Oui, c'est moi qui ai choisi Balavoine parce que justement, moi qui ne travaillais pas à Radio Andorre, j'étais associé à cette radio par mon épouse. Et il arrivait à Radio Andorre de présenter des émissions en direct de la Foire Expo de Toulouse. Chaque année, Radio Andorre plantait son studio au milieu des machines à laver et des lave-linges et des lave-vaisselle. Pour faire de la promo. Et donc, invitait un artiste du moment. Et on a fait la connaissance à l'époque de Daniel Balavoine. Et c'était un moment très sympa. Il était adorable. Il était adorable et on a gardé un excellent souvenir. Il revenait souvent, là, plusieurs fois. Oui, on l'a vu plusieurs fois et on était très tristes le jour où on a appris, quand on était à Nice d'ailleurs, après, quand on a appris sa mort. Voilà. Ah oui, donc, bien sûr. J'ai choisi le chanteur puisque c'était la chanson le tube du de moment. l'époque. Donc, le chanteur Balavoine. Sur scène comme dans les
Quand vous êtes arrivé à Radio Andorre, en fait, la rédaction était toute récente, hein, venait d'être créée parce que la radio, pendant plus de presque 40 ans, elle n'avait jamais diffusé d'infos. Donc, elle en a diffusé seulement à partir de l'année 75-76, grosso modo. Donc, je suppose que la rédaction était embryonnaire, quoi, hein. Donc, en Andorre, il y avait quelques journalistes, mais vous aviez peu de contact avec eux, en fait, parce que vous étiez en reportage. Mais à Toulouse, on avait des reporters déjà. Vous avez évoqué tout à l'heure Marseille, vous avez évoqué de Béziers, vous avez rencontré d'autres, il y avait d'autres journalistes ou reporters dont vous avez le souvenir sur Toulouse, non? Non, 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 il n'y en avait pas. C'était nous. On était Oui, là. Nous, on était à Toulouse pour faire les reportages. oui, Et les journalistes qui pouvaient être en Andorre, ils présentaient les flashs et les journaux. oui, Nous, c'est ça. moi, je ne présentais pas de Oui. journal. On faisait que des reportages, je me souviens. Il y avait d'autres reporters, mais qui n'étaient pas basés à Toulouse, hein. Il y en avait à Pau, il y en avait à Albi, Je ne mais les ai sur pas Toulouse, connus, oui, moi. en fait, il y avait juste ces deux historiques de Radio Andorre qui étaient là depuis très longtemps. Et comment ça Oui. s'est passé quand vous êtes arrivé avec cette équipe, ces Avec reporters Robert en Marseille place? et Jean-Jacques de Béziers, vous voulez dire? Oui, par exemple, Ah, oui. ils m'ont visité, hein, ils m'ont visité. Moi, j'avais Ah, 22 ans, chose comme Une ça. femme, déjà. J'arrivais, une femme. Moi, ah bah je oui. buvais pas de Baileys, comme ils disaient, là, les petits whisky, les Baileys. Je buvais pas de Baileys, mais bon, ils m'ont bien accepté. C'était Bon, sympa. Pourtant, c'était un peu un choc quand même générationnel, hein, on peut le dire. Parce que moi, je sortais d'une école quand même. Eux, ils n'avaient oui. jamais fait Ouais, de t'avais l'offre. quoi? T'avais une Moi, vingtaine d'années à l'époque, quoi, c'est ça? Pardon? T'avais une vingtaine d'années à Moi, l'époque. j'avais 22, 22 ans. J'avais 22 ans. Oui. Donc, je sortais toute fraîche de mon école, j'avais des principes, une déontologie, je voulais faire de l'actu. Ben, eux, c'était pas vraiment ce qui les Oui. animait. Eux, ils connaissaient les gens, ils voulaient interviewer les gens qu'ils connaissaient, en gros. Si je veux pas être mauvaise langue, Oui. mais effectivement, je pense que si Gilles m'avait choisi, c'était pour mettre un peu de fraîcheur et de professionnalisme là-dedans, quoi, je crois. Très bien. En toute modestie. Non, non, mais c'est juste. Et Philippe, pareil. Donc, en fait, c'était surtout du reportage régional, mais bon, tu faisais allusion tout à l'heure à Jacques Chirac. Donc, je suppose que quand les politiques passaient, Ben oui. ils passaient devant ton micro aussi. Ah oui, oui. Et puis Gilles, il m'a envoyé faire le Grand Sud-Ouest avec Giscard. Oui. Et il m'a envoyé à Paris aussi faire. On avait fait toute une série. Il était quand même vraiment visionnaire, cet homme. Il m'avait fait faire toute une série de femmes ministres. Parce que Giscard avait pris pas mal de femmes ministres. Oui. Et il m'avait fait faire toute une série de portraits de femmes ministres qui prenaient des responsabilités. C'était formidable. J'ai passé Ouais. ma vie à Paris avec Françoise Giraud, avec Ah, toi aussi, tu l'as vu? Pourquoi toi aussi Ah, moi tu l'as aussi, je vu? suis retourné la faire, oui. Ah bah voilà. Bah, Donc, moi, Il y a peut-être un lien entre Gilles Marquet et Il a choisi la meilleure bande des deux. Enfin, il y en avait quelques-unes comme ça, je les ai un peu oubliées, mais il avait vraiment le sens de ce qui allait se passer après, les femmes, les sujets féminins. Et puis son attachement à ses collaborateurs. Tu parlais de Chirac tout à l'heure, c'était à Biarritz. Ouais. Chirac, il s'était passé quelque Ouais. chose. Alors, on part à Biarritz parce que Chirac, c'était les assises. Ah, je me souviens, c'était les assises du parti. Alors, je ne sais plus si c'était le RPR ou ça devait être le RPR à cette Oui, c'était période-là. le RPR à l'époque, je crois, oui. Voilà, les assises du RPR. Et on était invité, la radio était invitée par le maire de Biarritz, qui Oui. était qui Monsieur s'appelait Marie. C'était le père d'Alio Marie, d'ailleurs. C'est ça. Et donc, on va couvrir l'événement. Donc, je fais mon interview de Chirac, etc. Et puis, le soir, on devait aller dans une grande soirée assez mondaine. Sauf que Gilles s'est rendu compte qu'il était le seul à être invité. Et que nous, on était la piétaille et qu'on n'avait pas à être là. Ah oui. Et le technicien, il y avait un technicien et moi. On était trois. On n'était pas des grosses équipes. Hein. Et Gilles, quand il a vu qu'on n'était pas invité, il n'est pas allé. Et il nous a invités au restaurant à Biarritz. On allé manger des fruits de mer tous les trois. Et on est rentré à Toulouse le lendemain. Ah bah oui, ça dit tout du personnage. Il n'y a pas beaucoup de patrons qui font ça. Hein. Non, justement, oui. C'était René Hervé qui était reporter à Biarritz. Exactement, c'est lui qui prenait le son. C'est lui qui faisait le son. Oh, il faisait tout, cet homme-là. Ouais. Il était journaliste, animateur, il animait les podiums aussi. Enfin bon, il en a fait beaucoup. Hein. Radio Andorre, c'était l'homme à tout faire, je crois. Ouais. Bon, eh bien, super, on va passer à un disque d'Henri Salvador. C'est Philippe qui a choisi, je crois, Henri Salvador. Oui, moi j'ai choisi ça. Tout à l'heure, on a parlé du reggae. Là, on va parler d'un Guyanais
qui travaille avec Biolay et qui Ouais. va mourir place Vendôme, parce que c'est quand même là qu'il habitait, à Paris. Et donc, Jardin d'hiver, j'aime bien parce qu'on est en hiver et que ça fait vraiment penser aux cocotiers, aux plages, aux Antilles, enfin ce que vous voudrez, mais un endroit plutôt ensoleillé et où on peut se mettre sur le sable en écoutant. C'est une très très belle chanson. C'est une chanson avec Karen Anne, Karen Anne. Karen Anne. Ouais. Et c'est Biolay aussi qui l'y a écrit, je crois. Oui, ouais. Biolay, Karen Anne. Ouais, c'est ça. Et c'était son dernier disque, je crois, Salvador, finalement. Oh oui, vraisemblablement. Ça s'appelle Chambre avec vue. Ouais. Il a été super bien vendu en plus, hein, ce disque. Hein, il a eu beaucoup de succès. C'était vraiment un retour inattendu de cet artiste, quoi. Ouais. Bon, eh ben, on l'écoute. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte Coër. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Bon, c'était donc Henri Salvador dans son dernier disque. Et maintenant, on revient donc à Toulouse, puisque c'est là que vous aviez votre bureau. C'était même pas vraiment un studio, c'était vraiment un bureau. On peut pas qualifier ça de studio de radio. Si, quand même, puisqu'on faisait Radio Verte. Si, il y avait quand même une petite régie. Il y avait une petite régie. Une heure d'émission, Radio Verte était réalisée rue Bayard. Ah, elle était réalisée rue Bayard. Ah, oui, ça, je l'ignorais. On avait nos invités, forcément. on avait nos micros, on avait notre petite régie. Toi, tu n'es jamais allée en Andorre, Catherine? Bon, je suis allée, mais très peu. Très peu. Effectivement, je suis allée voir la Grande Maison, mais je n'y ai jamais travaillé. J'y ai passé une soirée et puis je suis repartie le lendemain. Je ne connais pas. Et Jean-Marc, c'était nouveau, ça, le studio, par rapport au travail d'avant, où on copiait de Nagra sur... C'était pas des Nagra, c'était des UR. Oui, ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des Nagra. On copiait de la bande magnétrique sur des cassettes pour pouvoir les mettre dans une enveloppe et la déposer dans la boîte aux lettres de Radio Andorre, de la Dépêche du Midi. De la Dépêche du Midi, pardon. Ouais, c'est comme ça que ça se passait. Qui envoyait ses camions, etc. Non, mais
Ouais. C'était très artisanal. C'est l'époque Très artisanal. antédiluvienne. C'est un truc. Oui, ça paraît invraisemblable. Puis alors, quand il y avait de la neige en Andorre ou quand il y avait les douaniers qui faisaient du zèle, c'était pas évident de faire parvenir les cassettes, quoi. Exactement. Et moi, je m'interroge un petit peu sur les relations avec la Dépêche du Midi. Parce que, bon, il y a une relation historique, parce que Trémoulet était très proche de la famille Baillet qui dirigeait ce quotidien régional. Bon, tout le monde sait que les frères Baillet avaient une position politique des radicaux de gauche de Toulouse. Et puis, il y avait aussi des contrats de collaboration entre le journal et la radio pour des interviews communes, pour un certain nombre d'émissions, notamment les émissions à Canet-Plage qui étaient faites avec la Dépêche et avec Radio Andorre. Alors moi, la question que je vous pose, j'ai petite indication sur la réponse que vous allez me faire, mais j'aimerais quand même l'entendre de votre bouche. Est-ce qu'il y avait une interférence, on va dire, politique, sachant l'orientation politique du journal La Dépêche et l'information sur Radio Andorre? Est-ce qu'on peut dire que l'information à Radio Andorre avait une connotation politique et laquelle? Moi, je ne l'ai jamais ressenti. Je n'ai jamais senti ça et Gilles ne m'a jamais demandé d'interviewer un personnage en particulier. Je n'ai jamais senti de tendance politique. Et pourtant, il t'est arrivé d'animer des émissions électorales. Ah oui, de la Dépêche du Midi d'ailleurs, parce que nous n'avions pas, évidemment, parce que nous n'avions pas, nous, les moyens de recevoir les résultats aussi vite que ceux de la Dépêche. Donc, on installait notre table et nos micros, notre petit studio dans le grand hall là, magnifique de la rue Bayard de la Dépêche du Midi. Oui. Comme ça, on profitait des infos que la Dépêche obtenait pour retransmettre nos soirées électorales. On recevait les gens qui passaient à la Dépêche, les politiques locaux. Mais donc, il y avait un équilibre entre les candidats, j'imagine, qui était obligatoire. Absolument, mais je n'ai jamais senti la moindre pression pour une info politique sur Radio Andorre. Moi, je n'ai jamais... Alors qu'à la Dépêche du Midi, c'était quand même très sensible. Oui. Puisque moi, j'ai travaillé pour les pages politiques de la Dépêche du Midi pendant un certain temps. Oui. Et au moment du programme commun entre les deux tours des élections législatives de 1978. Oui, où il y avait donc les radicaux, les socialistes et les communistes. Voilà. Je faisais la une du journal, je la concevais, et je devais mettre à la une du journal les portraits de Mitterrand, de Marchais et de Fabre. Et Mitterrand pour le Parti socialiste, Marchais pour le Parti communiste, et Robert Fabre qui était le président du Parti radical. Donc pour le Parti radical de gauche, qui était le champion de la Dépêche du Midi. Et à un moment, un journaliste un peu zélé, on va dire ça comme ça, pour pas être vilain, est passé derrière moi, et moi j'étais un tout jeune journaliste, et il s'est penché, et il m'a dit, il y a un problème là. Je dis, quel est le problème? Il dit, il y a un problème de micro. C'était des photos qui avaient été prises au cours de conférences de presse. Et Mitterrand et Marchais parlaient devant un micro LEM, donc un micro de la taille d'un poing, et Robert Fabre devant un microfil. Et il me dit, la patronne ne va pas aimer ça, que tu laisses une photo avec Robert Fabre, qui est l'ami du journal, devant un petit micro alors que les autres en ont un gros, c'est pas possible. Et moi, je l'envoie paître, pardon, en étant poli, et fallait pas me chercher. Et il revient avec le rédacteur en chef, qui se penche, qui me dit, alors c'est quoi ce problème de micro? Je lui dis, il n'y a pas de problème de micro. Il me dit, si. Il a raison, allez donc aux archives avec une paire de ciseaux, vous allez détourer un gros micro, il suffit de le coller sur la photo de Robert Fabre, ah bah voilà. Et puis ce sera fini. J'ai refusé, j'ai cru que j'allais être viré le lendemain, j'ai pas été viré. Et le journaliste zélé est allé aux archives détourer le micro, et je me suis syndiqué le lendemain de ce jour-là. C'est ça l'histoire. Voilà. C'est amusant ça comme anecdote. Intéressant. Alors, sur la question politique. On risque d'être coupé d'une seconde à l'autre. Hein. C'est censure comme d'hab. Simplement, en mai 79, il y a ces élections européennes. En 1978, il y a les législatives. Gilles Marquet se dit, il se passe quelque chose. Il mise sur l'Europe. Il se sent bien avec Jean Picolet qui est en train de créer sa maison d'édition. D'ailleurs, ils sont en manche avec Jean Edernalier et ils veulent fonder un truc qui s'appelle la Région Europe. Oui, je me souviens vaguement de ce truc-là.
Je crois qu'il a remarqué ça. Et c'est là où je vais à Paris interviewer je ne sais plus qui, c'est peut-être Jean Edern ou un autre, je ne sais pas qui. J'ai dit Jean Edern comme si c'était mon pote, mais ça se passe comme ça à la causerie. Hein, voilà. Et il m'envoie rencontrer Edgar Faure et aussi Jacques Mitterrand. Ce qui était intéressant, c'est le frère de Mitterrand et le patron de l'aérospatiale, donc le Grand Sud-Ouest, et peut-être qu'il sentait que ça allait venir. Moi, j'étais plus là, c'était la carte, et c'était le travail de Catherine, mais je pense qu'il sentait que politiquement ça allait changer. Bon, ça allait changer en 80, du retard, bon voilà. Mais c'était pas du tout de gauche. C'est ça que je veux dire. Radio Andorre, c'est pas le tapis rose. Sans étiquette. C'est pas le tapis rose. Dans la ville rose, c'est pas le tapis rose. Moi, j'ai toujours senti que c'était un homme, je me rappelle, qui avait c'était probablement un vrai centriste. C'est-à-dire qu'il était capable de tout écouter, et j'ai jamais senti centriste penchant quand même à droite, centriste penchant à gauche. Suivant les sujets, on pouvait le sentir un peu plus attiré par la gauche ou un peu plus attiré par la droite, mais à peine. C'était un vrai centriste. C'est au milieu qu'on est le plus proche des deux extrêmes, hein, finalement. Hein. L'extrême centre. L'extrême centre, oui. Causerie en air. Avec Catherine Laurence, Philippe Reltien, Alain Le Gouguet et Jean-Marc Prince. Maintenant, c'est Catherine qui a choisi un disque. C'est un disque d'Herbert Léonard. Tu nous en dis 2 mots, Catherine ? Nous avons eu la chance d'avoir Herbert Léonard dans nos studios à Toulouse. Et il était avec Alain Thibault-là. Et il lui disait, je m'en souviens très très bien, si cette chanson ne marche pas, j'arrête. Et ça a été un succès fou. Cet homme était assez désespéré ce jour-là, je me souviens très bien. Il se prenait la main dans la tête dans les mains comme ça, et il disait là, je peux plus, j'en peux plus, je suis désespéré. Si ce titre-là ne marche pas, j'arrête tout. Et ça a été ce succès énorme. Et le titre, c'était le titre Pour le plaisir. Pour le plaisir. Ah bah oui, pour le plaisir. Pour le plaisir. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant simplement lui sourire pour le plaisir, prendre le temps en temps de refaire un enfant et s'éblouir pour le plaisir, s'offrir ce qui n'a pas de prix, un peu de rêve à notre vie et faire plaisir pour le plaisir. Ne plus courber le dos, même pour réussir. Préférer être bien dans sa peau que sourire sur commande. Avoir pendant des mois trimé comme un fou, et un soir tout claquer d'un seul coup. Oui, pour le plaisir, ne plus courir, ne plus compter
Philippe, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours après Radio Andorre, parce que je crois que parmi vous trois, s'il y en a un qui a fait plusieurs fois le tour de la Terre, c'est peut-être toi. Le pigeon voyageur. Quelles ont été tes missions donc, vous avez tous les trois travaillé en fait sur le service public après, donc aussi bien à France Info qu'aux différents services de Radio France, à France Inter et à RFI, je crois aussi, hein, me semble-t-il. Oui, pour moi, oui. Alain. Et moi aussi. Voilà. Moi aussi. Voilà. Donc Philippe, toi, est-ce que tu as gardé de tes voyages et de tes rencontres, je dirais dans ta longue carrière de reporter à l'international, est-ce que tu as gardé, je sais pas, un, deux souvenirs marquants qui t'ont vraiment, on peut dire, marqué? Oui, oui, bien sûr. Je fais rapidement Ouais. l'itinéraire. C'est Radio Andorre, RFI comme pigiste, Mhm. Radio Fréquence Nord, l'une des premières décentralisées de C'est Radio ça, France, Radio France Côte d'Azur à Nice, avec Gilles France Marquet. Inter, et puis France Inter, puis Radio France, parce que une fois correspondant, donc à partir de 1987 à Madrid, c'est Yvan Levaille qui m'a envoyé là-bas. J'ai été recruté par Farkas chez les reporters à France Inter. Avec moi, il y avait Philippe Chafangean et Jacques Expert. Donc, une fois à Madrid, Yvan Levaille a décidé au bout de 3 ans de m'envoyer, alors que j'avais appris l'espagnol et pas un mot d'anglais, à Washington, où je suis resté 10 ans et demi. Ah À oui, la suite de Jean Lucas, qui est devenu patron de France de Inter. France Inter, Ouais. aidé, assisté d'Alain Le Gouglec, qui Mhm. en dira plus long sur l'élément marquant. Mhm. L'élément marquant, il est marquant pour le monde entier, c'est le 11 septembre à New Ah York. bah oui, ah bah oui, C'est ce qui s'est évidemment. appelé 9/11. Ouais. Et donc, c'est un événement marquant parce que pour nous qui étions à Paris, il fallait entrer dans l'espace aérien fermé Oui. des États-Unis. Mhm. Il a fallu, et Alain en sait beaucoup plus que moi, je ne lui ai jamais demandé, et j'en profite maintenant, Ouais, allez-y, oui, oui. ce qui s'est passé dans la panique à France Inter, qui a fait, bon, moi, j'ai pas, je vous raconterai après si vous voulez, mais à ce moment-là, il a fallu se décider, savoir comment on allait couvrir ça de près. Et bon, c'est intéressant parce que c'est ça, il y a un étage où on pense la logistique, etc., Ouais. etc. Puis il y a un étage où on pense à rien jusqu'à ce qu'on Où soit dans le on est fait sur le terrain. accompli. Alors, je vais raconter, j'étais secrétaire général de la rédaction de France Inter, donc Oui. je co-dirigeais la rédaction de France Inter et j'avais la responsabilité de trouver des solutions, justement. Et la solution que j'ai trouvée, puisque l'espace aérien sur l'Atlantique Nord était clos, j'ai appelé le Bourget, j'ai appelé des sociétés privées pour savoir s'il y avait un avion à louer. Et j'ai trouvé d'abord un Airbus dans un premier Ah temps. ouais. Et lorsque ça s'est su dans Paris, dans les rédactions, j'étais assailli de coups de fil de toutes les rédactions, Ah bah oui. je me souviens, le Parisien, les rédactions de France Télévisions, M6, etc., de gens qui me demandaient si j'avais des places à louer. Ah oui. Et je me suis mis à louer des places d'avion. Dans l'Airbus, dans le seul Ah oui, Airbus. oui. Et même, T'aurais pu ouvrir une agence de un voyage, là. Hein. Ouais, un journaliste qui a eu une belle carrière, qui Ouais. était jeune journaliste au Move, qui était la radio jeune de Radio France, Oui, Grégory Phillips, qui a plus tard dirigé la rédaction de France Info, oui. il m'appelle et il me dit est-ce que vous avez encore des places tout timides, etc. Je dis non, c'est plein. Et il me supplie presque, enfin, il est très mal, et il ne me supplie pas, mais je sens qu'il est très mal, parce qu'il a raté le coche. Et j'appelle la compagnie et je dis vous êtes sûr de ne pas avoir une place? Il me dit non, à moins de remplacer une hôtesse. Je dis est-ce que c'est possible? Ah, il me dit oui, c'est toujours possible, mais il faudra qu'il fasse le service à bord. Et donc, je l'appelle, je lui dis ok, mais tu t'assieds sur le strapontin de l'hôtesse et tu fais le service à bord. En fait, il n'a pas eu à faire le service. Tout le monde L'avion, savait. j'ai dû louer des vannes dans les 2 aéroports de Montréal, puisqu'il ne pouvait pas atterrir l'avion directement à New York. Il est passé par Reykjavik, par l'Islande, où il y a passé une nuit au cours de laquelle on a essayé de le voler, cet avion, c'est-à-dire Ah qu'une ouais. équipe de France 2, un rédacteur en chef de France 2 a essayé de le piquer avec son équipe. Pour vous, le piquet J'étais est très furieux, j'étais furieux. On quand donne j'ai pas de appris ça. nom. Hein.
Non, et puis ensuite, l'avion a décollé, est arrivé à Montréal, et de Montréal, dans les vannes que j'avais louées, a conduit donc toute l'équipe, des gens de toutes les rédactions de Radio France et puis des autres rédactions À New York. à New York. Enfin, en tout cas, aux l'aéroport. États-Unis, à l'aéroport, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et de là, moi, j'ai pris une voiture et comme j'avais une carte de presse américaine, j'étais rentré depuis 8 mois de Washington. Euh, Quand on est arrivé dans la Grande Pomme, évidemment, il y avait un peu de police et un peu de barrière. Ah oui. J'ai juste eu, parce que franchement, on roulait très vite. On était très en retard. Ça faisait déjà huit bons jours. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Bah oui, oui. Bah oui, mais bon. J'ai sorti par la fenêtre c'était le petit jour entre chien et loup. Quand le barrage est arrivé, j'ai sorti ma carte par la fenêtre. Le type m'a dit Passé. Mm. Magique. magique. Ouais. Voilà. Donc moi c'est tout. Ça c'était mon boulot. Après c'était difficile parce que jusqu'à l'épuisement il fallait nourrir toutes les radios. Mais c'était déjà difficile de prétendre qu'on découvrait quelque chose. Hein. Oui, oui, bien Il y sûr. avait au-delà. Ah oui. C'est ça qui est difficile dans le journalisme, je trouve, que surtout quand on fait du news permanent, comme j'en ai fait pendant 30 ans, je ne sais pas combien, là, à France Info, c'est qu'il faut trouver des angles, des angles, des angles. Il faut nourrir la machine, alors qu'on a l'impression que tout a été déjà dit. Surtout quand on arrive sur un lieu, 8 jours après l'événement, qu'on a couvert sans y être vraiment. Mm. Quand on arrive, on a envie de recommencer à raconter l'actu, mais c'est plus possible parce que les gens, ils le Ah savent oui. déjà. Bah oui, Donc, bien sûr. il faut avoir beaucoup de talent et d'imagination. Cela Ça, dit, avant leur arrivée aux États-Unis, avant l'avion, donc que j'avais loué en voyant Jean-Marie Cavada, qui était PDG de Radio France, qui était dans l'encadrement de la porte de mon bureau, quand j'avais le gars du Bourget au téléphone qui me dit le prix de l'avion. Je lève la tête, je dis le prix. Je vois Cavada, je vois sa glotte qui fait ça. Il avale sa salive, il fait un petit comme ça de la tête. Et je dis, c'est bon, ça marche, on le prend. Tu Et te souviens du au prix départ, j'avais deux. Non. Je crois que. Non, je m'en souviens pas. Ah, c'est dommage. J'ai une bonne idée, mais je risque de dire une bêtise. Au départ, j'en avais loué deux, et puis finalement, on en a gardé un. Mais avant, dans les 8 jours pendant lesquels on ne pouvait pas survoler l'Atlantique Nord, j'avais une ancienne étudiante qui habitait Syracuse, donc assez loin de New York, mais elle s'est rapprochée de là, Paola Saldi. Il y avait Alexandra Hakoun qui était pigiste aussi, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec une armée de pigistes en fait, qu'il a fallu trouver à droite et à gauche pour pouvoir assurer les choses avant qu'on arrive. Quoi. Ouais, mais c'est pas ça. alors c'est pas tellement la tristesse, moi, qui m'a accablé à ce moment-là. Submergé, oui. Ce qui m'a frappé, c'est la résilience américaine. Ouais. Et là, c'est resté parce que des catastrophes, j'ai découvert un monde qui était petit à un monde. Aux Philippines, j'ai pensé à toi cette semaine. Aux Philippines ou en Haïti. Et là, j'ai vu pour la première fois et la seule fois de ma vie une organisation quasi mondiale de secours. Et c'est ça qu'on a. Et c'est ça qu'on a couvert finalement. On a raconté. Voilà. Et donc, si tu veux, les 1000 morceaux revenaient. Il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait une empathie et il y avait un secours, un vrai secours. Une chose. Il n'y a que là que j'ai vu ça. Ouais. Voilà. Et puis après, ça c'est la fin. Et j'arrête avec cet épisode-là parce que ça m'a quand même occupé assez longtemps et que j'avais vraiment une bonne communication avec les Américains. Et je suis monté sur leur camion de pompiers à fond sur la 5e avenue pour aller vers Ground Zero. J'ai défilé avec la police habillée en écossais sur Brooklyn Bridge. J'ai fait des trucs comme ça qui me sont restés. Ouais. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'était 5 ans après, le procès d'Alexandria avec ce qu'on a appelé faussement le 20e pirate de l'air. Il était français. D'origine marocaine, c'était Zacharias Moussaoui. Et j'ai vraiment suivi avec attention ce procès parce que c'est le seul procès à ce jour civil contre un pseudo-pirate de l'air qui s'est terminé non pas par une peine de mort, alors que tout le monde voulait sa tête, mais par une peine de prison à vie. Et c'était la juge du tribunal qui avait décidé il n'y aura pas peine de mort parce que vous, le gouvernement américain, ne voulez pas produire les témoins militaires qui pourraient m'apporter
des gens de Guantanamo, etc., etc. Et donc, ils avaient décidé, non, il n'y aura pas. Puis à la dernière minute, si, il y a peine de mort. Donc, il y avait une sorte de suspense. Il y avait un avocat français qui s'appelait François Roux qui était là, mais les plaidoiries étaient faites par des avocats new-yorkais. Oui. C'est un peu long, mon histoire, mais ça m'a plu parce qu'à la fin, j'ai entendu un Américain juif new-yorkais dire, à côté des tours jumelles, « The little church that stood ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire simplement, écoutez, si vous faites œil pour œil, dent pour dent, vous allez faire de ce type un martyr, et là, vous aurez tout faux. Donc, écoutez plutôt la justice fédérale, etc. Envoyez-le en punissant vraiment toute sa vie en prison. Il y est. Oui, oui, c'est un point de vue. Bon, effectivement, ça c'est pas une expérience banale, même si effectivement il y a eu ce décalage de quelques jours entre l'événement et le reportage terrain. Bon, moi je retiens surtout qu'Alain a loupé une carrière d'hôtesse de l'air. Hein. C'est le chat qui miaule. Bonjour, je vous présente Lulu, le chat pékin. Ah, mais les chats, ils sont très cabots, ils aiment bien passer à la caméra. Hein. Ni hao. Voilà. Ni hao. Meyo. Bon, Philippe, c'est toi qui nous présente le prochain disque, qui est Bonnie Tyler. Ah oui, parce que, et ça c'est l'image ne va pas sans le son. Donc là, je t'ai envoyé une photo du Midem 79 sur le stand de Radio Andorre. Elle va passer en incrustation ici. Voilà. Et donc, sans le son, on ne peut pas comprendre cette photo. Pourquoi je pointe du doigt Bonnie Tyler? C'est parce qu'elle a 3/4 d'heure de retard et que on attend à Radio Andorre la connexion, on l'attend depuis 3/4 d'heure. Ah oui. Et donc, elle est pressée, c'est déjà une star à cause du titre qu'on va entendre, mais elle fait un peu sa diva. Donc, je lui dis, maintenant, tu restes assise, sage là, parce que Thibault-là va te parler. C'est un peu ça que j'ai fait. Je le regrette aujourd'hui parce que ça se fait vraiment pas. Ça veut dire vraiment, ce type n'est pas un type d'image. Moi, je suis un type de radio parce que si j'avais su qu'on me photographiait, j'aurais jamais fait ça. Et donc, si je vous raconte pas cette histoire, vous comprenez pas pourquoi je fais ça. D'accord, c'est l'explication. C'est la légende que je mettrai sous la photo alors. Incorrect. Et donc, je dirais. Le titre de la chanson, c'est It's a Heartache, qui veut dire j'ai un chagrin d'amour. Ouais, moi, je dirais, avec elle, c'était Headache. Une prise de tête. Bon, eh ben, on la passe et on l'écoute. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a till your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share.
Bon, c'était Bonnie Tyler. Catherine, je crois que tu es la seule à avoir vécu les derniers moments de Radio Andorre. Enfin, tu es resté vraiment jusqu'en 80, jusqu'à la toute fin. Oui, oui, tout à fait. Comment tu as vécu ça, toi, à Toulouse? On se battait comme des chiffonniers parce que Gilles faisait tout pour sauver la radio. Ouais. Donc, il démarchait tous les politiques locaux, les Andorrans, toutes les personnes qui pouvaient nous aider, l'archevêque d'Urgel, tout ça. Et je me souviens qu'on distribuait des tracts. On était toujours dans ce fameux palais des congrès, salle d'exposition, comment ça s'appelait, le palais des expositions à Toulouse. Ouais, c'est ça. Et il y avait toutes les forces politiques et économiques du Sud-Ouest. Donc, moi, journaliste, je distribuais les tracts pour essayer de sauver notre radio. Sauver la radio, bah ouais. Ah ouais, non, on s'est battu comme des lions jusqu'au bout. Et à tel point que Gilles Marquet est allé rencontrer l'autre coprince d'Andorre, qui était François Mitterrand. C'est ça. Qui venait juste d'être à l'Élysée. Oui. Et c'est ainsi que ses conseillers lui ont dit c'est impossible de sauver Radio Andorre. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est réintégrer vos journalistes dans les nouvelles radios locales de Radio France. Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans le service public grâce à Gilles Marquet. Moi, j'avais donné un peu dans le conflit d'intérêts parce qu'il m'avait demandé amicalement de faire un grand papier avec la complicité de la Dépêche du Midi, qui allait être publié dans la Dépêche, je crois que c'est en page 2, 3, quelque chose comme ça, un grand papier sur Radio Andorre, et revenant sur l'histoire de Radio Andorre, sur les relations un peu difficiles parfois avec le politique. Et il me semble qu'il a été publié, ce papier, on doit pouvoir... Eh bien, je crois que je dois l'avoir en archive. Ah oui. Bien. Okay, moi, je sais pas. Tu sais que sur le site Gallica, on trouve beaucoup de choses intéressantes. Mais là, c'est peut-être pas sur Gallica que j'ai dû le trouver. Oui, j'étais aux archives de la Dépêche, en fait, il y a une dizaine d'années. Et j'ai retrouvé ces archives-là de cette période où il y a eu beaucoup d'articles, évidemment, sur la disparition de la radio, quoi. Oui, il y avait même eu une pétition qui avait été lancée par le journal. Signé par des artistes. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait signer plein de gens. Je me souviens très bien de ça. Ouais. Et après, Gilles t'a proposé de remplacer Léo Palacio, qui était le correspondant du Monde à Toulouse. Oui, c'est ça. Qui prenait sa retraite. Pour le journal Le Monde, alors. Oui, c'est ça. Avant de pouvoir intégrer les radios locales, il m'avait trouvé cette pige formidable. Super. Et je suis devenue correspondant du Monde pour Midi-Pyrénées pendant je ne sais pas combien de mois. 2 ans, ça a duré. Parce que j'étais quand même j'étais encore à Radio Andorre et je faisais les deux. D'accord, ok. J'étais à Radio Andorre et j'avais remplacé Léo Palacio au Monde. Et ça, j'adorais. J'étais très fière. Oui, c'était pas incompatible. Il y avait beaucoup de journalistes. Christian Guillard, qu'on avait eu à Nouvel An, nous avait dit aussi qu'il était à la fois correspondant pour des journaux papier et puis au micro de la radio, quoi. Donc, c'était pas incompatible. Et c'est grâce à Gilles que je suis devenue correspondante du Monde. C'est lui qui avait proposé à Léo Palacio de donner mon nom. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des tas de journalistes de la Dépêche qui rêvaient que ça. Bah oui. Et Léo Palacio, ça l'agaçait de voir que des confrères qui n'avaient pas forcément été très sympas avec lui, j'imagine, je ne sais pas. Enfin, bref, il n'avait pas de copain à la Dépêche du Midi, Léo, parce qu'il avait donc donné mon nom justement pour que ce soit quelqu'un de totalement nouveau et qui n'avait rien à voir avec la Dépêche du Midi. Et je pense que ça avait bien plu au Monde aussi, que ce soit quelqu'un d'indépendant qui n'appartienne pas à un journal quotidien. Pour être correspondant. Celui de la famille Bailey. Enfin, la famille Bailey. Voilà. Ouais. Ça a été ma chance et j'ai adoré faire ça, c'était formidable. Ouais. Donc, en fait, vous avez fait votre carrière tous les trois sur le service public, quoi, si on résume. Ensuite. Qu'on a adoré. On a adoré. Le service public est le plus important au monde que le service public. Quand on voit ce qui se passe en ce moment avec la presse Bolloré, les intérêts que les gens de droite ont pour museler la presse, ou du moins en faire une... Là, je m'engage peut-être. Ah non, c'est de la politique, c'est pas de la politique. On va en parler. Le service public, c'est la liberté d'expression, la vraie. Ouais. Attention. On va en parler. On va en parler juste après le prochain disque. Comme ça, on aura le temps de rentrer un peu plus en détail sur ce sujet parce que j'aimerais bien avoir effectivement un petit peu votre avis sur toutes ces évolutions. Alors, le prochain disque, c'est un disque de Jacques Brel qui a été choisi par Alain. Non, c'est moi qui l'ai choisi. Ouais, c'est toi. Moi qui l'ai choisi pour une raison très précise. C'est que ce disque est arrivé en 1977. Ouais. C'était l'époque où Jacques Brel ne chantait plus.
puisqu'il était parti aux Marquises. Il Oui, il était fait son malade dernier- déjà à l'époque. Hein. voilà, Voilà. il avait fait Ouais. son dernier concert à l'Olympia en disant je m'en vais. Il était allé aux Marquises, avait son C'est cancer ça. et il a fait ce disque merveilleux. Et c'était un tel événement que la maison de disques avait livré le disque dans toutes les radios de France. Il n'y en avait pas encore des tas, 77, dans une mallette cadenassée. Et toutes les radios devaient le diffuser au même moment, à la même heure, à la même Ah oui. seconde. Donc, il y avait un huissier qui nous avait apporté la mallette, Ouais. qui avait ouvert le cadenas, qui nous avait fait découvrir le disque. Et nous avons diffusé de Toulouse, du studio de la rue Bayard, Les Marquises. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alizé se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises. Voilà, donc c'était Jacques Brel avec les Marquises. Voilà, je crois que c'était son dernier disque en fait, si je me trompe pas. Je pense, Voilà. avant ça, non. Alors moi, j'aurais bien aimé avoir votre avis un petit peu. Donc vous avez fait toute votre carrière dans le service public et puis vous m'avez dit tout à l'heure que c'était pour vous une opportunité magnifique d'avoir fait cette carrière tout au long dans le service public. Moi, j'aimerais avoir votre avis un petit peu sur comment vous voyez l'évolution aujourd'hui
comment dire, de la presse audiovisuelle. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une émergence à la fois des réseaux sociaux, des chaînes YouTube où il y a des influenceurs qui ont des millions de followers, où le fake news, on ne sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux. On a une évolution aussi, comment dire, une méfiance du public, c'est les sondages qui le disent, par rapport à la presse dite officielle, c'est-à-dire les grands journaux, les grands quotidiens, les chaînes de radio officielles, les chaînes de radio privées ou publiques, la télévision. Et comment vous voyez-vous cette évolution? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Est-ce que le service public est quelque chose qui peut nous protéger de tout ça? J'aimerais bien avoir votre avis les uns les autres sur ce sujet. Il commence. Moi, je veux bien dire 2 mots sur Ouais. la radio de service public, si tu permets. Mhm. Oui, bien Parce sûr. que, oui, la radio, c'est un média à part entière. Et ce que je remarque, c'est que quand on mélange deux moyens de production très différents, comme sont la radio et la télévision, Oui. on produit quelque chose De différent. que mon cerveau n'assimile pas bien. Parce que Ouais. moi, le son, c'est un hémisphère et l'image, c'est un autre hémisphère de mon cerveau. Et donc, si tu veux, j'ai encore jamais bien réussi à m'imaginer ce que serait que la radio-télévision hybridée. Mhm. Donc, c'est pour ça que depuis le début, je m'interroge quand on dit BBC à la française. Mhm. Et donc, je connais très bien la BBC à l'anglaise et je remarque que tout le monde, radio, télé, réseaux sociaux, Internet, nage dans son couloir. Mhm. Et que, deuxième point extrêmement important pour le service public, que les Britanniques tiennent absolument à payer la redevance, parce que quand tu payes pour un service qu'on te rend, un service public qu'on te rend, tu as droit à la parole. Et donc, si tu veux engueuler celui qui dit une connerie, tu peux même te tromper en engueulant, mais tu peux le faire et tu as une impression d'appartenance. C'est-à-dire que ce service public, il est en partie à toi. Tu es un peu co-propriétaire ou colocataire ou ce que tu voudras, mais tu as un droit dessus et tu exiges que tu en aies pour ton argent, en gros. Voilà. Donc, moi, c'est ça la BBC à l'anglaise et je souhaite donc un Radio France à la française, c'est-à-dire qui ressemble à la BBC à l'anglaise. C'est-à-dire, je veux bien qu'on fasse des holdings, etc., mais je veux que tout le monde nage dans son couloir. Moi, c'est ça. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qu'on entend très souvent dire que le service public est quand même partisan également, plutôt de gauche, enfin je parle de France Inter, qui est assimilé plutôt à une radio de gauche. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je finis. Après, je m'efface. Mais sur 40 ans, ou 40, oui, c'est ça. Oui, une quarantaine d'années, 40 ans. On a eu de la gauche, de la droite, et on nous a toujours dit qu'on ne savait pas travailler. Sur 40 ans, oui, des influences, bien sûr, il y en a. Des gouvernements qui se succèdent, ça c'est certain. De la trop grande proximité entre journalistes et politiques, oui, il y en a sur les 40 ans, etc. Donc, non, aujourd'hui, beaucoup de fumée, beaucoup d'accusations, etc. Mais bon, pour moi, ça n'a pas changé. Et il y a une école de service public, c'est-à-dire que justement, quand on est trop proche d'un politique, eh bien, on se déporte, comme on dit. C'est-à-dire la déontologie, la règle non dite peut-être du métier, c'est ça. Et donc le service public, c'est ça. C'est je travaille pour le public, voilà, et je travaille pas pour un gouvernement et je travaille pas pour un. Si, moi je suis très patriote, je me sens bien français, je suis content d'essayer d'écrire ou de bien parler français et c'est tout. Mais moi, je ne travaille pas pour un gouvernement, ni pour un député, ni pour. Voilà, parce que de toute façon, je n'ai pas de carte politique non plus. Et puis, Marie-Pierre n'est pas employée du gouvernement. C'est sa femme. D'accord. Marie-Pierre. Ouais.
Moi, Bon, Alain? j'ai dirigé quand même pendant pas mal d'années, j'ai co-dirigé pendant pas mal d'années la rédaction, j'étais secrétaire Oui, général, bien je sûr. m'occupais pas mal des journalistes, il y en avait plus de 100, hein, Mhm. à un moment ça montait à 103. Euh, je suis absolument incapable de dire pour la plupart d'entre eux, certains oui, hein, je me souviens de Françoise Degois qui sautait dès qu'elle prononçait le nom de Ségolène Royal, elle a fini par quitter Radio France et travailler aux côtés de Ségolène Royal. Mais Mais il y en a pas finalement, les beaucoup. gens que je connais, des gens pour qui on était la semaine dernière encore, on dînait avec Marie-Ève Malouine, je l'ai eu comme journaliste quand j'ai dirigé le service des reportages de France Inter. Elle a ensuite travaillé au service politique de France Inter pendant des années, puis elle a intégré France Info, où elle a dirigé le service politique de France Info. Marie-Ève Malouine, beaucoup de gens pouvaient l'accuser d'être de gauche parce qu'elle travaillait à Radio France. Marianne Malouine, elle a fait la campagne de Pécresse. Elle a travaillé aux côtés d'Annie Genevard, l'actuelle ministre de l'Agriculture, qui a été vice-présidente des Républicains. Jean-François Aquili, qui était un copain, qui est un mec, lui, il a quitté Radio France après avoir été accusé d'avoir aidé Jordan Bardella à écrire son livre. Ballard, qui était présentateur à France Info, sacré gauchiste, Ballard, il est député et porte-parole du Rassemblement national. Moi, je ne savais pas à ce moment-là pour qui ces gens-là votaient. Oui, je comprends. Je ne le savais pas. Et si, finalement, c'est la liberté, à la fois de ton, sur le fond et sur la forme, des journalistes, des rédactions de Radio France, qui font qu'on les traite de gauchistes, bah, ça prouve peut-être que la liberté est plutôt à gauche et plus à gauche qu'à droite, j'en sais rien. Je pose juste la question. Il se trouve que jusqu'à 81, on avait un ministre de l'Information ou de la Communication qui nous annonçait les nouveaux programmes de France Inter à l'antenne, etc. C'était perfide. Puis en 81, Mitterrand, qui n'aimait pourtant pas les journalistes, il a balayé tout ça et tout en serrant les dents, il nous a laissé travailler, il a laissé les gens travailler. Donc évidemment, on en garde ces traces-là. Mais lorsque Dominique Strauss-Kahn arrive sur l'antenne de France Inter un matin et que d'un seul coup, l'humoriste de service, Stéphane Guillon, se met à faire sonner des sirènes pour dire attention, alerte à toutes les voitures, les jeunes filles partaient à toute vitesse, etc. Parce que avec le bruit des sirènes, il était quand même à ce moment-là, c'était un homme de gauche et pas de second plan. Bien sûr. Non, il était candidat potentiel. Hein, Exactement. Donc ça voulait dire qu'à Radio France, on est capable de dire les choses. Et moi, je pense que le service public, d'une certaine manière, Gilles Marquet, il était fait pour le service public. Après Radio Andorre. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé à Radio France, et Philippe pourra en parler longuement, il nous a laissé travailler sur des affaires locales, comme des affaires de faux devis, de fausses factures, les casinos qui impliquaient alors que c'était Jacques Médecin qui était maire de Nice. Oui, c'est ça. Le député maire de Nice qui a fini ses jours en prison quand même. Et ça, il nous laissait faire ça en sachant très bien que ça nous condamnait quasiment l'accès au député maire de Nice qui ne voulait pas venir dans nos studios. Vous boycottez. Et qui en plus arrosait toute la Côte d'Azur avec sa propre radio, qui était financée par les amendes qu'il nous infligeait, les amendes pour le stationnement. Non, mais franchement. Non, mais il y a quand même une bonne mesure d'audience à ça. Même si 500 000 personnes arrêtent d'écouter la radio chaque année, c'est à peu près ça, enfin depuis quelques années, de très loin, c'est les radios du service public qui sont devant, en termes d'audience et en termes de fiabilité. Bien sûr. Voilà. Moi, j'en ai assez dit avec ça. Ce que je veux éviter et ce que je veux partager, c'est l'idée que la radio est un moyen de production très spécifique qui ne peut pas être hybridé avec la façon dont on fait la télévision. D'accord. Bon, désolé, ce soir, on est filmé. Hein. Mais avec plaisir. Mais on fait avant tout de la radio quand même, là. Hein, on s'en fout un peu. Vous savez, maintenant, il y a des caméras dans tous les studios de radio. Hein. Il y a même au début, quand on a commencé à mettre des caméras dans les studios, lorsqu'Alain Bédoué présentait le téléphone sonne, il y a un homme politique qui a passé la soirée, pendant toute l'émission, à regarder une caméra qui n'était pas encore en fonctionnement.
Bon, on va être obligé de se quitter parce que, bon, on n'a pas vraiment de contraintes horaires, mais là, on va pas y passer quand même toute la nuit. Bon, Catherine, tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur le sujet qu'on vient d'évoquer? Ah bah, j'ai commencé en vous expliquant qu'il fallait un service public pour lutter contre les influences des milliardaires catholiques de droite. Oui. Donc, je pense que ma parole était claire là-dessus, Très bien. sur la sauvegarde de la liberté d'expression. Voilà. Bon, bah, écoutez, il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette émission, d'avoir évoqué vos souvenirs, d'avoir évoqué l'actualité passée, puis aussi on a abordé des sujets d'aujourd'hui, hein, comme le devenir de la radio. Donc c'était très intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre les uns les autres. Je vous souhaite maintenant continuer une bonne retraite. Alors, j'ai compris que Catherine et Alain, c'était festif et joyeux la retraite. Oui, ça l'est. Je crois que Philippe. Ce soir, ça va continuer avec Philippe. Depuis très peu de temps. Et Marie-Pierre. Donc, on lui souhaite une bonne retraite aussi. Hein, oui. Voilà. Oui. Les uns vont vers le sud, mais il y a quand même dans cette émission l'appel de la mer. Si tu écoutes toutes les chansons, ouais, c'est vrai. Il y a ceux qui vont vers le sud et il y a ceux qui vont vers le nord. Moi, c'est plutôt vers la Bretagne. Mais même si je suis le dernier à m'être baigné cette année, le 19 octobre, dans la Méditerranée à 7. Voilà. Ah oui, ouais. Voilà. Parce que la température était de 19 degrés. Dans la mer. Voilà. Donc on aime la mer tous. Je suis en Normandie, c'est difficile là, en ce moment de se baigner. Où vont les bateaux? Quand reviendront-ils? Merci Jean-Marc en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir réunis. C'est moi qui vous remercie surtout. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bon, qui dit peut-être dans quelques années, on fera une autre émission. Hein, allons savoir. Hein, d'ici là, on essaiera de rester vivants. Et on est bien partis. Et les uns et les autres. Radio Andorre. Bon, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et puis, au revoir. Au revoir. Causerie on Air. Avec Catherine Laurence, Philippe Reltien, Alain Le Gouguet et Jean-Marc Prince.